Bonjour les fans de Bond. Aujourd'hui, on se replonge dans Les Diamants sont éternels. Loin d'être le meilleur film de la saga, je vous l'accorde. Mais voyons voir si le livre de Ian Fleming correspond bien à ce film médiocre. Et pour ce faire, je vous propose 7 différences importantes entre les deux supports. Mais pourquoi 7 ? Pour débuter, je pense qu'il est important de rappeler la chronologie des médias entre les films et les livres. Il s'agit du 4e livre de Ian Fleming, mais du 7e film de la saga. Et à ce moment-là de la saga littéraire, le Spectre et Blofeld n'existent pas. Pour rappel, dans les livres, c'est le Smersh qui tient la dragée haute au niveau des antagonistes depuis le premier roman, depuis Casino Royale. Donc vous voyez très simplement où je vais en venir. Évidemment, dans le film, on n'a pas l'antagoniste suprême de James Bond, nous n'avons pas Blofeld, et nous n'avons donc pas de spectre, et donc pas de plan machiavélique. Comme Blofeld n'est pas dans le livre, vous imaginez que l'histoire va être très différente. Déjà, dans le livre, nous n'avons pas ce James Bond qu'on retrouve dans le film, assoiffé de vengeance suite à la mort de sa femme. Il faut aussi avoir un détail en tête. Le livre a été publié en 1956 alors que le film est sorti en 1971. Vous vous doutez bien que dans le roman de Ian Fleming, on ne fait aucune allusion à la conquête spatiale, à un quelconque satellite assassin, rien de tout ça dans le livre. Le roman de Ian Fleming est comme souvent, beaucoup plus sobre en termes de mission. Mais alors, que raconte ce livre ? Vous inquiétez pas, on en reparle plus tard dans la vidéo. En commençant ce livre, je dois vous avouer que j'avais un pressentiment qu'on n'irait pas à Las Vegas. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'une grande partie du livre se passe à New York. Et oui, James dépose les diamants à New York et non pas à Las Vegas. Je vous explique plus tard comment James va arriver quand même à Las Vegas. Et puis tant qu'on parle des lieux, nous n'avons pas non plus de passage à Amsterdam. James prend bien la place de Peter Franks comme dans le film, mais dans le livre, il prend sa place à Londres. Et Peter Franks est tout simplement en prison, il va y rester tout le long de l'histoire. James rencontre Tiffany à Londres et non pas à Amsterdam. Et puis pour terminer sur les lieux, c'est pareil, James ne met pas un pied en Californie comme à la fin du film. Que raconte donc ce livre ? Pour vous résumer assez simplement, vous enlevez tout ce qui est en lien avec Blofeld dans le film, et vous avez quasiment le livre. En fait, les scénaristes de l'époque ont dû simplement rajouter Blofeld à l'histoire et aussi tout ce plan en lien avec ce satellite laser tueur. Bon, je vais quand même ajouter 2 points qui me semblent importants, qui ne sont pas dans le film et qui sont dans le livre. Dans le film, James est autant animé par sa mission que par sa vengeance envers Blofeld. Dans le livre, il est juste chargé de remonter la filière du trafic de diamants. Pour ce faire, il remplace Peter Franks, il transporte les diamants jusqu'à New York avec Tiffany qui le surveille quand même, et il va donner ses bijoux à un intermédiaire qui se trouve dans la grosse pomme. Et c'est là qu'il y a une grosse différence. James, étant un truand lui aussi, veut se faire payer son service. Il demande donc aux escrocs l'argent qui lui revient. Mais les truands ne payent pas comme ça en cash un intermédiaire. En fait, ils vont donner une petite somme à James, 1000 $, et ils l'invitent à aller jouer à une course de chevaux, cette somme, de jouer un cheval précis, et il repartira avec 5 fois cette somme. Vous vous doutez bien, si les truands ordonnent ça à James, c'est parce que la course est truquée, elle est truquée par les truands eux-mêmes, sauf que 007, lui, n'est pas là pour toucher de l'argent et se barrer, il est là pour continuer à remonter la filière. Un ami, dont je vais vous parler après, va l'aider dans cette affaire. En fait, ce qu'ils vont faire tous les deux, c'est qu'ils vont truquer la course truquée. Comme ça, lui, James, il joue son argent, comme on lui a dit, sur un cheval bien précis. Mais comme ils ont eux-mêmes truqué la course qui était déjà truquée,
eh bien ce cheval n'arrive pas à gagner, donc James ne touche pas son argent. Cela lui permet donc de revenir dans le jeu et de demander son argent au truand. Et c'est là que la suite va le conduire à Las Vegas. Le chef des gangsters ordonne donc à James d'aller dans la capitale du jeu, à un casino précis, une table précise, à une heure précise, et eh bien, comme pour la course de chevaux, il doit jouer son argent, et il va le repartir avec beaucoup plus, puisqu'il va gagner comme la partie est truquée aussi. Ça va, je vous ai pas perdu? Et là, qui attend James à la table de jeu? Ni plus ni moins, Tiffany Case. Sauf que James n'en reste pas là. Et pour titiller les truands, il s'amuse à jouer dans le casino et gagner beaucoup trop d'argent au goût des truands. On va faire un petit inventaire des personnages présents dans le livre et plus ou moins absents du film. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de Blofeld. On n'a donc pas de Willard White. Le méchant est donc une bande de gangsters qui n'a pas vraiment de nom dans ce livre. C'est, je vous l'avoue, parfois compliqué à s'y retrouver dans le roman. Bon, vous allez me dire, un peu comme dans le film d'ailleurs. Les frères Spang, Shady Tree, ABC sont donc les différents noms donnés à cette bande de gangsters qui sévit dans quasiment tous les États-Unis. Dans cette bande de méchants, on y retrouve notre couple gay. Je dois quand même dire qu'ils apparaissent beaucoup moins dans le livre que dans le film. Dans le roman de Ian Fleming, on les retrouve à 2 reprises dans 2 scènes qui sont quand même assez importantes. Évidemment, dans le livre, on retrouve notre James Bond girl. Mais encore une fois, le personnage du roman est beaucoup moins potiche que dans le film. Comme souvent dans les livres, les personnages des James Bond Girls sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus détaillés. On comprend mieux du coup la psychologie du personnage. Cette Tiffany a eu un passé très difficile, orpheline de son père, sa mère bossait dans une maison close. Tiffany, du coup, est devenue alcoolique et a tenté de se suicider plusieurs fois. Elle essaye de survivre et elle se met à travailler en fait pour cette bande de gangsters. Dans une grande partie du livre, elle bosse en fait pour les antagonistes. On n'a clairement pas une potiche dans le roman et pour exemple et pour preuve, elle sauve James Bond en l'aidant à s'échapper du repère des méchants. Je ne comprends pas pourquoi les scénaristes des films ne se sont pas plus inspirés des livres à ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour terminer avec la jante féminine, il faut savoir que c'est le seul personnage féminin du livre. Et puis dans ce livre, on retrouve un personnage extrêmement important et très présent qu'on voit très peu dans le film. Il s'agit de Felix Leiter. Alors oui, il est présent dans le film, mais au final, il joue un tout petit rôle par rapport à ce qu'on peut lire. Là encore, avant de détailler, je vais juste faire un petit rappel du contexte. Félix, dans le 2e roman, Vivre et laisser mourir, passe tout près de la mort. Il est grosso modo dans l'état qu'on voit dans le film Permis de tuer. Autant dire qu'il ne peut plus être un agent de terrain de la CIA. Eh bien, James retrouve son pote totalement par hasard dans la ville de New York. On apprend que Félix ne travaille plus à la CIA, mais dans une agence privée. Et il va aider grandement 007 dans sa mission. Alors il va l'aider parce que c'est un ami, mais aussi par intérêt, parce que lui aussi court après cette bande de gangsters. C'est Félix qui explique à James dans quel pétrin il s'est mis. C'est Félix qui aide James à préparer un plan pour contrecarrer la fameuse course de chevaux truqués. C'est lui aussi qui au final sauve Tiffany et James dans le désert du Nevada. Et enfin, c'est aussi notre Félix qui se charge de l'exfiltration de notre agent secret pour échapper à ce qui reste des bandits. Et oui, Félix est extrêmement présent dans le roman, ça fait plaisir, c'est dommage qu'il soit pas plus mis en avant dans Les Diamants sont éternels. Comme je vous l'ai dit, pas de spectre dans ce livre. Enfin, pas tout à fait. En effet, vers la fin de l'histoire, James et Tiffany se retrouvent emmenés dans une petite ville en plein milieu du désert du Nevada. Cette ville, enfin c'est plutôt un village reconstitué style village de western, s'appelle en fait Spectreville. Étonnant, non? On a aussi une scène du film qui s'est
beaucoup inspiré du livre. Souvenez-vous, il s'agit de la scène du début dans les bains de boue. Dans le livre, on a une scène qui se déroule à peu près dans le même décor. Pour resituer un petit peu le contexte, James en fait a rendez-vous avec le jockey qu'il a corrompu pour truquer la course. Et il se donne rendez-vous dans un institut où il y a des bains de boue. Fleming, dans son roman, nous explique que ces bains peuvent être dangereux si on recouvre le cœur. Et là, notre couple Kidd et White arrivent dans cette pièce pour venir tabasser et faire parler le jockey. C'est assez amusant de voir que les scénaristes du film ont pu quand même aller s'inspirer de certains moments du livre. Autre scène du livre qui, selon moi, a inspiré une scène d'un film, pas celui-là. Souvenez-vous par contre de cette scène dans Permis de tuer. Eh bien, on la retrouve dans ce livre quand James joue au blackjack et qu'il s'étonne de retrouver Tiffany à la place de la croupière. On peut d'ailleurs se demander si le personnage de Loupé n'a pas été inspiré par le personnage de Tiffany du livre. Je vous avoue que j'ai pas passé un grand moment à lire ce livre un peu brouillon et un peu longué à certains moments. Si vous avez envie de découvrir les romans de Ian Fleming, je ne vous conseille pas cette histoire. Bon, par contre, si vous souhaitez continuer votre immersion dans ce film, qui est certes loin d'être dans les meilleurs, mais qui vaut le coup d'être regardé, eh bien je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo. A tout de suite!